La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour, la musique est une révélation plus haute que toute sagesse et toute philosophie, a dit Ludwig van Beethoven. Il faut savoir que le grand-père s'appelait aussi Ludwig van Beethoven et habitait la région de Malines. Autrement dit, dans Beethoven, il y a du belge. Et l'artiste que nous allons découvrir aujourd'hui est belge aussi, elle s'appelle Noho. C'est une nouvelle venue dans le monde du folk en Belgique. Elle vient de sortir son premier EP. J'ai eu le plaisir de la rencontrer à la librairie Toute Direction à Liège. Et je lui ai demandé, comme première question, si elle venait d'une famille de musiciens. Mon père, pas du tout. Ma mère a toujours chanté à la maison depuis que je suis toute petite. Mais on n'est pas une famille d'académie ou de conservatoire. Et ma grand-mère jouait du piano. Et elle était très très douée pour les langues. On a une bonne ouïe musicale. Et vous chantiez souvent, vous chantiez beaucoup, en fait, quand vous étiez jeune. Oui, je chantais très souvent avec ma mère. Et même toute seule en rentrant de l'école. Le fait de marcher donnait un rythme et du coup une mélodie venait sur le rythme et je pensais que c'était très naturel et que tout le monde faisait ça, inventer des mélodies en marchant. Et donc vous avez un petit peu appris à chanter sans passer par un conservatoire en fait. Est-ce que justement vous avez fait des études musicales ou pas ? Alors j'ai fait 3 ans de solfège, 3 ans de guitare et 1 an de chant en académie. J'ai pas du tout aimé. J'ai eu un prof très très lyrique qui voulait me pousser à chanter très fort dans un style qui me plaisait pas. Donc j'ai eu des cours de chant privés et je suis jamais passée par le conservatoire vu que je n'ai pas fait l'académie entièrement. Mais c'est surtout toute seule, ouais. À force, je chante tout le temps, donc j'écoute beaucoup de chanteurs, chanteuses. Et je copie, j'adapte à ma manière. Je pense qu'on peut être très très bonne autodidacte aussi. Vous écoutez qui en fait quand vous écoutez d'autres chanteurs ? Ça dépend des époques. Quand j'étais toute petite, c'était Céline Dion. Je chantais Vivo per lei, mais avec des paroles qui ne sont pas tout à fait correctes, vu que je ne connais pas l'italien. À l'adolescence, j'écoutais Dido, Avril Lavigne. Et maintenant, j'écoute vraiment de tout, toutes sortes de chants. Je suis moins dans le rock que quand j'étais ado, mais je peux écouter du jazz, je peux écouter vraiment toutes sortes. Alors, on l'aura compris, vous aimez les sons mélodieux, mais par contre, vous n'aimez pas trop la TV. Alors, en me renseignant, en préparant cette interview, j'ai vu que vous avez fait un passage en Suisse où vous avez organisé une semaine sans TV. Vous pouvez nous en dire 2 mots ? Donc ça, c'était un stage dans le cadre de mes études à l'université de Louvain-la-Neuve en communication. J'ai voulu expérimenter le diplôme que je venais de recevoir et le mettre en pratique dans un projet qui me tient à cœur. Et j'ai mis du temps à trouver et finalement j'ai trouvé. Grâce à Actiris International, j'ai trouvé ce stage en Suisse, donc organiser une semaine sans télévision pour la commune de Delémont. Et je devais organiser toutes sortes d'activités autour d'un fil rouge ou pas. J'avais carte blanche, donc je faisais comme je voulais. Et j'ai choisi de tourner cette semaine autour de 3 valeurs qui me sont très chères, qui sont l'homme, la musique et la nature. Et donc, il y avait des balades contées pour les enfants. Il y a eu un souper intergénérationnel avec une clown et un accordéoniste. Il y a Quentin Dujardin qui est venu jouer également et diffuser son film sur le chemin. Et une course en fauteuil roulant pour des personnes à mobilité réduite, mais aussi des personnes qui ne sont pas à mobilité réduite. Essayer de mixer un maximum des gens qui sont improbables de se croiser. Et voilà. Votre parcours a commencé à Jette, et moi j'ai quand même une question à vous poser. Comment est-ce que vous êtes retrouvé un jour à Saint-Tropez ? Je me suis retrouvée à Saint-Tropez à l'âge de 15 ans, dans un cadre de vacances. La meilleure amie de ma maman avait une maison là-bas.
Et voilà, et en me promenant dans les rues, j'ai rencontré 2 agents mannequinat, Josie et Georges, qui m'ont suivie pendant plusieurs années. Le mannequinat, c'est un métier que vous n'avez pas continué en fait. Pourquoi ? Parce qu'il m'a mis très mal dans mon corps. J'ai switché de projet en projet. Et les dernières Fashion Week que j'ai pu faire à Paris me rendaient vraiment très malade. Je mangeais une carotte et 3 noisettes sur ma journée parce qu'on me disait qu'il fallait que je sois à poids plume 3 mois à l'avance avant la Fashion Week. Et même si les gens étaient sympas et que je gagnais assez bien d'argent, j'étais vraiment très très mal. Et j'ai jamais été attirée par le monde de la mode en général, donc j'étais un peu un ovni là-dedans. Ça me convenait pas. Et donc au bout de 6 ans, vous quittez un peu cette atmosphère, cet univers, vous étiez abîmé, comme vous le dites dans votre communiqué de presse, et vous commencez des études de com à l'UCL. Ça vous a aidé à vous reconstruire, ces études de communication ? Oui, beaucoup, beaucoup. Surtout la première année d'université, qui est une année d'ouverture au monde, où on apprend beaucoup de choses sur comment le monde fonctionne. Et voilà, jusqu'à la 3e année d'université, j'ai trouvé ça assez passionnant. Toutes les questions de journalisme anthropologique et ethnographique, comment d'autres cultures vivent dans le monde. Je rêvais de faire des documentaires sur d'autres civilisations pour montrer comment, en tant qu'être humain, on peut voir le monde de telle manière, avec des règles de vie très différentes selon les cultures. Et puis, arrivé en 3e année d'université, là, on voyait tout ce qui était communication, marketing, publicité, influence des masses et divertissement. Et là, j'ai été profondément dégoûtée. Et j'ai compris que c'est surtout là-dedans qu'il y avait moyen de trouver un job. Et j'ai arrêté pendant 4 ans mon parcours universitaire pour voyager, faire du woofing, faire des transhumances avec des chèvres en Corse, etc. Et puis je suis revenue terminer mes études après 4 ans pour quand même avoir le bachelier. Le woofing, vous expliquez un petit peu ce que c'est ? Du woofing, c'est travailler dans des fermes en agroécologie et où on n'est pas payé, mais en échange, on est assuré d'avoir un accueil, un couvert et un lit pour dormir. Et généralement, ce sont de très bonnes ambiances. C'est basé sur l'accueil et pas sur l'argent. Et c'est justement lorsque vous faisiez vos études à l'UCL que vous avez commencé la musique dans un groupe de rock. Donc on n'est pas encore au folk, on est au rock. Vous racontez un petit peu l'histoire de ce groupe ? Mon groupe de rock, c'était plus quand j'étais adolescente, donc en école secondaire, pas encore à l'université. À l'université, on avait arrêté, chacun est parti dans ses études respectives. Donc ça a duré 3 ans, de mes 15 ans à mes 18 ans à peu près. Voilà, on s'était rencontrés à l'école, on a essayé, il y en a un qui était passionné par la basse, l'autre par la batterie, on s'est dit tiens, on ferait bien un groupe. Et nos répétitions se faisaient à l'espace Delvaux, à Watermal-Boisfort. Et puis vous êtes parti en Irlande, décidément on peut dire que vous avez la bougeotte. Vous cherchiez quoi en fait en Irlande ? Je cherchais à approfondir mon anglais, à être en contact avec la nature. Je rêvais de ces grandes plaines avec des moutons et de musique. Dublin était très réputé pour sa musique. Et effectivement, quand on va dans les bars, les gens chantent, les gens jouent de la musique tout le temps. Et ça pose aucun problème de s'entraîner à chanter a cappella devant un public, vu que dans presque tous les bars, c'est possible. Culturellement, c'est comme ça. Ce que vous avez appris en Irlande, est-ce que vous l'utilisez encore maintenant ? Bien sûr, beaucoup. Beaucoup. Ça m'a très fort marqué, l'Irlande. Pour plein d'aspects, mais évidemment, je maîtrise beaucoup mieux l'anglais encore maintenant. Et ça m'a changé. Je saurais pas, je devrais rentrer dans un truc philosophique et psychologique, et on n'a pas le temps pour ça. Mais ça m'a fort marqué, l'Irlande, ouais.
Comment est-ce que ça marque? Parce que les personnes qui nous écoutent, elles se disent, mais comment le fait d'être en Irlande, ça peut vous marquer? Parce que j'avais 18 ans. C'était la première fois que je partais seule. Donc ça, déjà, d'office, ça te marque. C'était pour la première fois un projet que je décidais moi toute seule. J'avais dû me battre avec mes parents pour ne pas commencer tout de suite des hautes études. Et je leur ai prouvé que c'était important de faire une année de langue, parce que plus on est jeune, plus c'est facile d'apprendre une langue aussi. Et donc, je me suis vraiment retrouvée face à mes propres choix, à ma propre destinée. Et je voulais surtout montrer que j'étais capable de faire les choses seule, sans chercher forcément du réconfort familial. Et donc, j'ai vraiment coupé contact avec ma famille, presque totalement, pendant 6 mois. Et je me refusais de parler français. Et j'allais que vers des personnes qui parlaient bien anglais et des musiciens. Et je me suis construite comme ça pendant 6 mois. Donc oui, ça marque, c'est sûr que ça marque. Et aujourd'hui, vous êtes plus confortable de chanter en anglais qu'en français? Oui, parce que c'est, selon moi, un langage universel, l'anglais, parce que je l'entends depuis que je suis toute petite à la télé, forcément. J'ai été petite éduquée par la télé, même si je n'aime pas forcément regarder la télé maintenant, voilà. Donc ça vient tout seul, et puis c'est plus fluide la langue anglaise, il y a moins de consonnes, de murs comme ça, qu'on pourrait plus avoir en néerlandais, encore plus. Et genre le R en français, je trouve que c'est pas beau de le chanter. Bon, certains adorent Jacques Brel qui accentue bien ses R, mais moi j'ai du mal avec ça. J'ai besoin de douceur dans les mots que je prononce, et je trouve que l'anglais est une belle langue pour ça. Un endroit qui vous a inspiré, et c'est aussi un endroit que j'adore, c'est le parc de Woluwe. Comment est-ce qu'il vous a inspiré, cet endroit? Il faut savoir que ma maison était à 2 minutes à pied du parc. Donc forcément, j'avais le choix, soit je montais jusqu'à Schumann et j'allais vers le centre-ville, soit je descendais vers la forêt de Soignes dans l'autre sens, soit juste en face de moi, j'avais le parc. Le plus court, c'est le parc. Autant dire que j'allais pas très souvent vers le centre-ville. Et donc, le parc, c'était vraiment mon lieu où je pouvais me ressourcer, où je pouvais rencontrer des gens du monde entier, parce que c'est près des ambassades. Donc, il y a vraiment... Si on se promène dans le parc de Woluwe, on entend 9 langues différentes en 2 heures de marche. C'est assez impressionnant. Et donc, c'est un lieu où je pouvais me reconnecter avec moi-même, me recentrer, et chanter me libère beaucoup. Donc, j'ai beaucoup composé dans le parc de Woluwe. Vous chantiez parfois dans le parc de Woluwe? Vous avez pris une guitare ou vous chantiez simplement comme ça, a cappella, devant tout le monde? Oui, je chantais a cappella devant tout le monde. Après, j'avais pas un public devant moi, je marchais comme à mon habitude, et les mots et les mélodies suivaient. Pourquoi ne pas avoir regardé votre nom comme nom d'artiste? Pourquoi pas Noémie Houbard? Parce que c'est long, c'est pas forcément facile à écrire, Houbard. Je trouve pas que c'est joli d'ailleurs, Houbard comme nom de famille. Et Noho, c'est un ami de la grimpe, de l'escalade, qui m'a dit « mais tiens, pourquoi pas Noho ?» Et Noho, en fait, elles sont les 2 premières lettres de mon prénom et de mon nom de famille, N-O-H-O. Et puis j'ai été voir s'il y avait d'autres groupes qui s'appelaient comme ça, et non. Donc je me suis dit que ça sonnait bien, c'était plus facile à retenir. Oui, parce qu'en plus, il faut dire que vous faites aussi de l'escalade. Une rencontre importante, c'était celle avec Quentin Dujardin. Vous racontez un petit peu comment vous l'avez rencontré? Je l'ai rencontré il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant. J'avais d'abord essayé de passer un concours au Centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre, donc Wolu Hall. C'était le concours Ma première scène. Et j'ai chanté évidemment a cappella. J'avais pas encore de musicien derrière moi à ce moment-là. Et j'ai dit, voilà, je cherche des arrangeurs musicaux pour mes chansons.
Et je ne souhaite pas spécialement gagner le concours parce que on t'envoie en festival et quand tu chantes a cappella, on ne va pas t'envoyer en festival. Pas en Belgique en tout cas, je ne vois pas. Et le jury m'a dit qu'ils étaient scotchés de me voir chanter a cappella comme ça et que Quentin Dujardin se produisait avec des chanteuses a cappella, les Yalma, un mois plus tard au Wolu Hall et ils m'ont offert 2 billets pour aller le voir. Donc j'ai été le voir, je lui ai dit un peu ce que je faisais, je lui ai envoyé une démo et puis petit à petit on a commencé à travailler ensemble et ça a vraiment mis du temps pour qu'on comprenne les univers de chacun parce que la pop et le folk c'est un domaine que Quentin ne connaît pas du tout. Mais il voulait vraiment faire quelque chose, un projet autour de ça. Et donc, il s'est dit qu'il y avait du potentiel chez moi. Et on a commencé à travailler. Et c'est vraiment seulement maintenant qu'on commence à diffuser nos enregistrements. Mais on a une 15aine d'enregistrements à la maison. Et pour l'instant, on n'en a sorti que 4. Donc, petit à petit, les choses se dévoilent. Oui, pourquoi ne pas avoir fait un CD directement ? C'est un choix commercial. C'est le souhait aussi de Team for Action. Maintenant, quand on écoute les chanteurs, chanteuses qui sont diffusés, ça fonctionne beaucoup par une chanson d'abord et puis une autre. Et puis on maintient en haleine, on essaie de garder une certaine curiosité vis-à-vis du public. Or que ça ne fonctionne pas du tout comme ça pour les musiques instrumentales. C'est propre à la chanson. Est-ce que ce monde de la chanson n'est pas un petit peu similaire à celui que vous avez connu à Saint-Tropez ? C'est peut-être aussi un monde de l'apparence ? Et il a beaucoup plus de profondeur, bien sûr. Déjà, je suis créative dedans. Au mannequinat, on te demande juste d'être un porte-manteau. J'ai la possibilité d'être moi-même, authentique comme je suis. Et Quentin essaie de me protéger par rapport à ça. Que je reste fidèle à moi-même et que je ne commence pas à rentrer dans un jeu qui serait hors de moi, comme par exemple me teindre les cheveux ou mettre une grande plume sur ma tête, je sais pas, n'importe quoi, que je reste fidèle à qui je suis profondément. À partir de là, on reste centré, on ne dévie pas quand on reste soi-même, je pense. Vous qualifiez votre style de musique de slow folk, ça veut dire quoi ? C'est du folk un peu slow. Donc, ce terme a été trouvé aussi par Quentin. Et je ne pense pas que ce soit répertorié dans aucune playlist Spotify ou autre slow folk. Oui, c'est vraiment ça. Ma voix a quelque chose de très doux. Et je peux aussi mettre... une certaine agressivité s'il faut, un certain punch. Mais je reste une personne profondément douce. Et dans le folk, il y a de tout. Donc je pense qu'il a voulu mettre slow devant pour montrer qu'il y a une certaine lenteur, ouais, qui est propre à ma personne. Qui a écrit les paroles de votre premier EP ? Les paroles des chansons ? Ah, c'est moi qui les ai toutes écrites. C'est mon job. Les mélodies, les paroles, c'est tout moi. Maintenant, vous avez sorti un premier EP. Ça se passe comment pour une artiste comme vous qui démarre ? C'est difficile un peu dans un monde qui est dominé par la pop en radio. C'est difficile de vous faire, admettre dans les médias, de passer à la TV, de passer dans les journaux, d'avoir des concerts. Ça se passe un petit peu comment ? Ce qui est compliqué, c'est que la musique que je fais n'est pas dans le mainstream musical. Et donc, il faut parvenir à ouvrir les oreilles des gens à d'autres sonorités, d'autres styles. Et c'est surtout pour la radio que c'est compliqué. Parce qu'en tout cas, en Wallonie, il y a peu de radios qui diffusent ce style-là. Ça va beaucoup être du 3/30 bien calibré, avec un beat, un kick bien mis et quelque chose au final de très carré, très similaire tout le temps. Et je trouve ça dommage. Donc, moi, tout ce que je demande, c'est que les radios s'ouvrent un peu plus à sortir du cadre, en fait.
vous prévoyez aussi, ce sera la dernière question, éventuellement un CD un jour? Oui, bien sûr. L'album complet sera là, à mon avis, dans 1 an, quelque chose comme ça. Avec des chansons que vous allez écrire. Vous allez écrire toutes les chansons de l'album. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est ça qui est chouette. Et c'est ça qui me permet de m'exprimer. Et c'est ça que les gens veulent voir aussi. Et puis, il y aura d'autres clips aussi qui vont sortir dans le courant de l'année. Merci No d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle, si vous souhaitez aller la voir en concert et que vous avez envie peut-être de connaître la date de son prochain concert et de savoir si elle passe près de chez vous, vous allez sur son site internet www.noo-musique.com. Alors comme d'habitude, quelques petits rappels à tous ceux qui nous écoutent. Avant de libérer vos oreilles, si vous avez aimé ce podcast, cliquez sur like, partagez-le aussi avec vos amis sur Twitter, Facebook, LinkedIn, SoundCloud. Et si vous ne voulez pas rater le prochain, abonnez-vous. Laissez-nous aussi un commentaire, ça fait toujours plaisir et que la force soit avec vous et à très bientôt. Ça y est, c'est fini.